Bienvenue sur le podcast Face au vide, le podcast des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui osent parler des risques et des imprévus qui façonnent notre parcours. Parce que comme vous, je suis persuadée que le risque fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Ce podcast explore des moments cruciaux où tout a failli s'arrêter. Mais finalement, l'histoire a continué autrement. À travers des témoignages inspirants, des invités incroyables, vous allez découvrir des histoires hautement risquées pour peut-être, j'espère, vous inspirer et vous sensibiliser. PS Partner, c'est quoi ? C'est le spécialiste en gestion des risques et en assurance des entreprises. C'est parce qu'on est nous-mêmes des entrepreneurs avec mon associé Philippe, qu'on a vécu des situations hautement risquées, qu'on a voulu accompagner d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise. À travers PS Partner, on veut faire bousculer le monde du courtage pour rendre ces risques plus compréhensibles et vous accompagner à protéger l'essentiel. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Face au vide. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Serge, le directeur général et le CEO de LCL, la banque. Bienvenue Serge, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir t'interviewer. Merci, bonjour Ségolène. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors j'ai 53 ans, je suis lyonnais d'origine, j'y tiens. Je suis marié, je suis père de 3 grands-enfants. Je me destinais plutôt à une carrière de footballeur. Ah, c'est vrai. Oui. J'ai passé le stage d'intégration du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Puis j'ai eu une blessure grave au genou qui m'a éloigné des terrains. Et du coup, j'ai bifurqué vers des écoles plus classiques où je suis ingénieur des ponts et chaussées, un MBA. Et puis ensuite, j'ai démarré dans le conseil en stratégie avant d'être entrepreneur, fondateur d'empruntis.com. Et puis j'ai rejoint le groupe Crédit Agricole il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, où j'ai occupé des postes de business et de digital. Et qu'est-ce qui t'a... Parce que du coup, tu as été entrepreneur, tu as monté Empruntis. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu nous raconteras un peu cette histoire, mais une belle start-up qui a, je crois, vite décollé. Et ensuite, tu as rejoint le monde de la banque. C'est quand même pas anodin. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le Crédit Agricole et récemment à LCL ? Alors, le Crédit Agricole, comment on passe de start-upper du début de la nouvelle économie des années 2000 à une grande banque, tout simplement quand on n'a plus d'argent et qu'il faut trouver un job salarié. Empruntis est une belle réussite aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été facile. On a connu des moments extrêmement difficiles dans un contexte où moi, j'ai eu des problèmes perso, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui m'ont obligé à trouver un job pour pouvoir juste vivre. Et c'est à ce moment-là que Crédit Agricole cherchait un responsable de la banque en ligne à l'époque et où j'ai dû malheureusement quitter Empruntis juste pour gagner de l'argent. Et donc, du coup, au début, tu as rejoint Crédit Agricole. C'était un job pour te nourrir, quoi. Enfin, alimentaire. Vraiment alimentaire. Tu avais quel âge à l'époque ? J'avais 27 ans. Ok. Et Crédit Agricole est un groupe hyper attachant qui permet à ses salariés d'entreprendre. Et petit à petit, on te forme, on te propose des jobs plus importants, des responsabilités. Donc, tu as monté en fait dirigeants. les échelons au sein du Crédit Agricole. Tu as commencé jusqu'à LCL. Qui est une filiale du... Qui est une filiale à 100% du groupe Crédit Agricole. Crédit Agricole, je pense que c'est une des banques qui a une réputation sur l'expérience collaborateur assez forte. J'ai toujours entendu du bien, des parcours que pouvait proposer notamment le Crédit Agricole. Je crois qu'il y a des choses où on peut passer on bouge d'un groupe à un autre. Oui. Tu peux nous raconter ? Oui, en fait, le Crédit Agricole, d'abord, c'est un groupe qui est coopératif. C'est-à-dire que c'est des coopératives que sont les caisses régionales qui détiennent Crédit Agricole SA, qui détient ensuite des filiales comme Amundi, comme LCL. Et donc, c'est un groupe où l'humain compte plus que le capital. C'est le principe de la coopérative. Et ça se ressent aussi au niveau des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a un vrai projet humain, c'est pas fake, pour les collaborateurs, pour accompagner les collaborateurs, et y compris les dirigeants, où il y a ce qu'on appelle un parcours, où on passe des formations et des concours aussi, pour devenir directeur général adjoint ou directeur général d'entité du groupe. Je suis très curieuse, c'est quoi le concours pour être directeur ? Enfin, c'est des tests C'est mis de la formation, mis des tests individuels et surtout collectifs de mise en situation de quand tu seras dans un comité de direction, comment tu vas réagir à une crise, comment tu vas réagir à un développement, à un problème RH. On t'évalue. Et en fonction de ton évaluation, tu as une note. Et en fonction de ta note, tu passes des entretiens. Et ensuite, tu es labellisé comme directeur. Et tu as le droit, à ce moment-là, de siéger dans un comité de direction d'une entité du groupe.
Ok, hyper intéressant. Et du coup, tu as récemment quitté Crédit Agricole Alpes-Provence et tu as rejoint du coup LCL. C'est quoi l'ambition de LCL? C'est quoi les chiffres? Parle-nous un peu. On en parlait juste avant, plutôt discret comme banque. Tu m'en parles un petit peu? LCL, c'est le nom, la raison sociale, c'est Crédit Lyonnais. Okay. On connaît déjà un peu plus le Crédit Lyonnais. Ça fait 163 ans que ça existe. C'est la banque qui a financé toute l'industrie, le développement industriel français. Est-ce que c'est lyonnais en plus? Et c'est Henri Germain, un Lyonnais, qui a inventé ce concept d'utiliser l'épargne publique pour financer le développement économique de l'industrie. Et donc, LCL, en quelques chiffres, je donne 3 chiffres, c'est 16 500 collaborateurs, c'est 453 milliards d'activités, crédit et collecte, grosso modo, et c'est un peu plus de 3 milliards 800 millions de chiffre d'affaires, de PNB, produit net bancaire. Donc, c'est une banque qui pèse très lourd dans l'économie française. À titre comparatif, sur une autre banque que je compare, le Crédit Agricole, c'est combien? Le Crédit Agricole, c'est 39 caisses régionales. Ouais. Donc, si je te parle d'une caisse régionale en moyenne, ça va être plus petit que LCL. Mais LCL, c'est la, j'allais dire, 3e grande banque en taille derrière une nationale, au sens derrière la BNP et la Société Générale. C'est quoi l'ambition de LCL? L'ambition de LCL, c'est de devenir ou de redevenir la banque leader de tous ceux qui entreprennent en France. Parce que fondamentalement, je crois que la seule façon qu'on aura de créer de la valeur économique, de la valeur environnementale, de la valeur sociétale en France, c'est entreprendre. Et donc, on a besoin d'une banque qui comprenne ceux qui entreprennent, quels qu'ils soient, associatifs, business, et qui les accompagne. Artisans, commerçants, grosses ETI. Toi, tu veux vraiment te positionner sur la partie, la banque des entrepreneurs. De ceux qui entreprennent. Quand tu fais un investissement locatif, tu es entrepreneur. Ouais, okay. Quand tu milites dans une association pour décarboner la planète, tu es entrepreneur. Quand tu mets un toit photovoltaïque sur ta maison pour faire de l'électricité verte, tu es entrepreneur. Tu entreprends. C'est tous ces clients-là, ceux qui bougent, ceux qui vont de l'avant. Et c'est quoi, toi, ton ambition personnelle au sein du LCL? En fait, moi, je ne suis pas patron propriétaire patrimonial de mon entreprise. Je suis le dépositaire temporaire d'une responsabilité de mandataire social du Crédit Lyonnais. Et donc, ma mission, c'est d'emmener le LCL d'un point A à un point B. Et donc, mon ambition, j'allais dire personnelle, c'est dessiner un futur désirable pour mes 16 500 collaborateurs, parce que souvent, on a peur de l'avenir. Moi, j'ai envie qu'on soit enthousiasmé par l'avenir qu'on propose aux 16 500 collaborateurs, et puis qu'on chemine ensemble pour atteindre ce point B. Le contexte actuellement politique, pas l'idéal, tu trouves que ça se ressent chez tes clients, chez tes collaborateurs, etc. Ou finalement, on a peut-être eu l'habitude et que là, en ce moment, c'est plutôt calme? Je crois qu'il ne faut pas être trop nombriliste. Il y a le contexte politique un peu brouillardeux français actuel. Et puis, il y a ce qui se passe dans le monde qui est, à mon avis, beaucoup plus fort en termes de changement. On assiste à un changement de modèle mondial avec la fin de l'hégémonie occidentale, l'hégémonie économique, politique, culturelle, même militaire. On a un mouvement de démondialisation, après 70 ans de mondialisation, et on a un mouvement hyper fort de digitalisation de tout, de l'économie et de la société. Pour moi, c'est bien plus fort en changement et en impact que l'instabilité politique ou gouvernementale française actuelle. L'IA, j'en parlais récemment avec un entrepreneur qui me disait demain, il y a la majorité des métiers qui finalement vont disparaître parce que c'est de plus en plus fort. Les boîtes vont se créer avec quelques collaborateurs et pourront faire plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, une banque et l'IA, est-ce que vous travaillez avec de l'IA? C'est quoi ta vision? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu trouves que c'est une opportunité? Quel est un peu ton avis là-dessus? D'abord, oui, LCL est plutôt avancé en matière d'utilisation de l'IA. On a aujourd'hui des messageries clients-collaborateurs qui fonctionnent vraiment avec de l'IA générative, qui analysent tout ce que les clients envoient et qui proposent des réponses assistées pour les collaborateurs. Je tiens à dire que si on utilise l'IA chez LCL, toujours, c'est le collaborateur, l'humain, qui décide à la fin. Il n'y a pas un algorithme qui décide du crédit.
l'algorithme aide à la décision de crédit. Il n'y a pas un algorithme qui répond au client. C'est le collaborateur augmenté avec de l'IA. Et je crois beaucoup à ça. Et vraiment, on veut rester là-dessus. Est-ce que j'ai peur de l'IA ? Non, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut la maîtriser. Il faut avoir une stratégie sur l'IA. Il faut bien l'expliquer à ses collaborateurs. Mais j'ai rencontré récemment le fondateur de Trade Republic, Christian Ecker. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ? Il m'a dit, c'est qu'un jour, il y ait des entreprises de 10 personnes qui fassent 1 milliard de chiffre d'affaires uniquement avec de l'IA. Donc oui, l'IA peut faire peur à un certain moment. Ouais. Il faut vraiment arriver à la cadrer, à la maîtriser. Aujourd'hui, il gère une entreprise de plus de 4 milliards de PNB. Un peu moins, 3,8 milliards. Ouais. Tu es hyper serein. Enfin, c'est quoi ton secret ? Alors oui, tu restes quand même mandataire social de l'LCL, la responsabilité des 16 500 collaborateurs. En fait, d'abord, on est dans un métier, la banque, c'est un métier de confiance. C'est un métier où les dirigeants doivent prendre beaucoup de recul, doivent avoir de la stabilité émotionnelle, ne doivent pas surréagir à un événement. Donc, ça t'apprend à essayer d'être serein. La sérénité, tu dois la montrer à l'extérieur. Ça ne veut pas pour autant dire qu'à l'intérieur, ça ne bouillonne pas ou tu n'as pas des doutes. Je doute beaucoup, je me remets en cause beaucoup. Mais une fois qu'on a pris une décision, alors il faut... C'est pas que je m'y tiens, c'est que j'essaye de la porter de manière sereine pour embarquer tout le monde. Et quand tu es dans cette zone de doute, ça se voit ou non ? Pour les intimes, professionnels, pour ceux avec qui je travaille au quotidien, bien sûr qu'ils le voient des doutes, je peux l'exprimer. Mais à partir du moment où je suis, entre guillemets, en public, quand je visite une agence, quand je suis sur un plateau de fonction support, là, je dois afficher une forme de sérénité. Si moi, je montre de l'inquiétude, c'est toute l'entreprise qui va être inquiète. Je pense, dans ta vie d'entrepreneur, de patron, vécu sûrement des situations plus risquées que d'autres. Le podcast Face au vide, c'est on va mettre en zoom une situation ou plusieurs. Est-ce qu'il y en a une qui te vient à l'esprit, que tu aimerais raconter à ceux qui nous écoutent, qui sont plutôt des entrepreneurs, des dirigeants ? Une situation de doute, une situation risquée qui t'a marqué ? Quand j'étais président de Empruntis, avec... Tu peux nous rappeler ce que faisait Empruntis ? Empruntis, c'était un courtier de crédit et d'assurance par Internet. C'était un des tout premiers qui s'est créé en France en 99. Ok, donc tu as créé ça en 99. Ouais, 99, 2000. On a été live à peu près en mi-2000, au moment du e-crack de mars 2000, d'ailleurs, ce qui a été un peu compliqué. Au fond, on a eu, à un moment donné, on avait levé de l'argent, on avait dépensé tout l'argent, on avait quasiment plus d'argent. Tu avais levé combien ? Parce que ça devait être on avait levé, le tout premier, c'était 5 millions de francs à l'époque. Ok. Et ça se faisait des levées, ou c'était quand même assez rare ? Le tout début, c'était des levées de fonds avec des business angels. Ok. On avait pris l'annuaire, on avait appelé tous les patrons du CAC 40, on les rencontrait à titre personnel et on leur demandait s'ils voulaient investir dans cet ovni qui était un courtier de crédit par Internet. Et ça marchait parce qu'il y avait un vrai intérêt pour aller investir dans ces startups, dans ces .com, comme on disait à l'époque. Donc toi, tu prenais ton téléphone et... Je prenais mon téléphone, j'appelais le standard, je demandais à parler au patron, ça marchait parfois, ça marchait pas souvent. Et j'avais rendez-vous, et je me souviens très bien, on avait des rendez-vous au Hyatt Malesherbes, devant le feu ouvert. Je présentais 20 slides PowerPoint avec des courbes complètement hallucinantes, évidemment, qu'on n'a jamais tenues. Et souvent, les patrons étaient impressionnés et disaient « je veux en être ». Donc, tu as fait du call pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent cette technique. C'est ça. Et donc, on a levé 5 millions de francs à l'époque, ce qui était beaucoup. Avec combien de personnes ? Là, on n'avait pas créé l'entreprise, là. Ah ouais, t'avais pas créé l'entreprise ? Non. Ah, ok. Donc, à l'époque, t'avais une idée, en fait. À l'époque, c'était compliqué de créer une entreprise parce que pour avoir un cabis, il fallait avoir un siège, un local. Et pour avoir un local, il fallait un cabis quand même. Donc, on se mordait un peu la queue. Et local, t'étais obligé. Tu pouvais pas faire un local dans ton appartement. C'était il y a 25 ans, quoi. Ouais, non, mais c'était okay. une autre ère. Ouais, ok. Donc, on lève 5 millions. On arrive quand même à créer l'entreprise. Très rapidement, on va sur un modèle économique B2C qui marche moyen et on crame, j'allais dire, tout l'argent levé. Et c'est là où la situation se présente en disant qu'est-ce qu'on fait ? On est proche d'arrêter, d'être en cessation de paiement. Et là, il y a une société qui essaie de nous racheter, un gros incubateur. C'est combien de temps ça après la création ? Une petite année. Ah ouais, donc ça allait vite. Ça allait très vite. Et qui nous propose de devenir
la franchise française d'une marque blanche de courtage de crédit par Internet. Le fonds s'appelait NBA, je me rappelle. Et nous voilà partis, ils étaient basés en Irlande. Je me souviens très bien de cette situation. On part les 4 fondateurs. On va à Dublin rencontrer des personnes qui veulent nous racheter, à l'époque, je me rappelle, 20 millions de francs, en titres uniquement, évidemment, en papier, en monnaie de singe. On revient et on décide de ne pas se vendre, de continuer. Alors que vous étiez à 2 doigts de fermer. Exactement. Et là, c'est vraiment une décision de très grand risque qu'on prend. C'est dingue. On se met en mode survie. Pourquoi prendre cette décision ? Parce que quand même, 20 millions sur le papier, c'est énorme. On l'a pas senti. T'as pas senti le racheteur ? On n'a pas senti le racheteur. Il nous promettait des salaires, mais on était dépossédés finalement de l'entreprise qu'on avait lancée. Et donc on dit tant pis, on y va, on continue, on arrête de se payer à ce moment-là. Parce que là, en plus, c'est dans une situation où il n'y a pas de cash. Et c'est vrai que on se met en mode survie. On se disait, c'est le plus important le cash, parce que quand tu es en mode survie... On avait recruté un très bon directeur marketing B2C de Bouygues Télécom, très bien payé. Je dois le licencier. Okay. C'était un truc très dur, quoi. Enfin, c'est toi qui as fait l'erreur de recruter, tu vas pas dans le bon sens, tu dois. Ça m'est arrivé, oui. Voilà. Et on se met en mode de survie pour toute l'entreprise, hein, les charges à la paille de fer, etc., pour survivre. Et on a survécu suffisamment, on a fait pivoter le modèle économique. C'est nous les premiers qui créons la marque blanche. On s'interface derrière Yahoo Finance, derrière Imostri, derrière Sologer, pour offrir une solution de financement en marque blanche à ces sites web. Donc on fait du B2B2C. Ok, vous avez changé de modèle en fait. Et c'est à ce moment-là que ça commence à décoller. Et là alors, ça décolle très vite. Ça décolle. Combien de temps ? Ça c'est combien de temps après le voyage à Dublin ? C'est presque 6 mois, ça va très très vite. Ah ouais. Ça va très très vite. Ok, et après là ça commence, le B2B2C fonctionne. Voilà, sauf que là il faut relever des fonds. C'est HSBC à l'époque qui nous fait une lettre d'intention mirifique et puis se dédie au fond de cette lettre d'intention. Et c'est là où moi je quitte Empruntis parce que j'ai un sujet perso où je dois gagner un peu d'argent pour vivre. Mes parents n'ont pas d'argent, personne n'a d'argent pour me parce que là tu ne payais pas depuis plusieurs mois. Et donc un peu la mort dans l'âme. Tu dois abandonner ton aventure. J'abandonne Empruntis, je vends mes parts à vil prix, j'allais dire. Et je trouve. Et là, il n'y avait pas moyen. Enfin, il y avait des clauses de bad liver. Oui, mais je ne suis pas rentré dans un juridisme. Moi, j'ai monté cette boîte avec 3 potes qui sont devenus des fondateurs et j'avais embarqué des actionnaires, des business angels qui étaient des patrons de grandes entreprises françaises. Donc, voilà, je suis parti pour faire en sorte que cette entreprise survive et vive et je suis content de l'avoir comme ça, même si je ne me suis pas enrichi avec. Ouais, ok. Donc, toi, tu as quitté en disant, en fait. Et j'ai fait une autre vie et j'ai entrepris dans le groupe Crédit Agricole et ce groupe est assez extraordinaire parce qu'il m'a permis d'entreprendre, de créer des entreprises à l'intérieur, etc. Ouais, non, mais c'est juste que sur le moment, ça doit être dur de quitter une aventure que tu as créée avec des copains. Ouais. Et est-ce que, avec du recul, tu as des choses que tu aurais fait différemment ou des signes que... Oui, alors c'est très perso ce que je vais dire. Au moment où je dois quitter parce que j'ai plus d'argent pour vivre, il y a un des actionnaires, je vais le citer, c'est Régis Delaroulière, qui était à l'époque sous-gouverneur du Crédit Foncier, président de Médéric Assurance, qui me dit, écoute Serge, je te fais un crédit, je te prête de l'argent pour vivre et tu me rembourses si tu peux un jour. Waouh. J'ai pas accepté parce que je pensais que m'endetter, c'était m'appauvrir. Ah ouais. Une sorte de code culturel peut-être dépassé. Ok. Et donc, du coup, je suis refusé. Et tu dis qu'avec du recul, tu aurais accepté ? J'aurais dû, mais je ne regrette pas, au fond. C'est assez rare d'avoir un banquier, finalement, qui a une vie d'entrepreneur. Je pense que ça peut différencier d'autres patrons de banque qui, peut-être, toi, tu comprends le risque, tu comprends d'une manière peut-être plus forte les entrepreneurs. Tous les patrons de banque ont leurs spécificités, leurs expériences, comprennent le risque. Moi, j'ai cette spécificité où je comprends la création d'entreprise, l'entrepreneuriat. C'est plus ça qui mais parce que tu peux comprendre le risque, mais quand tu l'as... Un patron de banque qui comprend le risque. Oui, mais ce que je veux dire, c'est tu comprends le chemin de l'entrepreneuriat, finalement. D'entreprendre, les galères. Ça m'a beaucoup appris, ça c'est sûr. Et quand je vois des clients qui entreprennent, qui galèrent pour monter leur boîte ou pour développer leur boîte ou pour transmettre leur boîte,
Là, parfois, je me transforme en ancien entrepreneur en leur donnant quelques petits conseils, en les accompagnant. Ça, c'est un plus, oui, effectivement. Et tu penses que aujourd'hui, donc LCL, vous avez créé à côté, du coup, une banque pour les startups. Pas à côté, à l'intérieur. Oui, pardon, à l'intérieur, mais avec une équipe dédiée, je crois. Ouais. L'idée vient d'où? Comment ça s'est fait? Fondamentalement, moi, je suis persuadé qu'il faut continuer à créer des entreprises en France. La valeur ajoutée au sens de l'agrégat économique des entreprises est colossale. Enfin, c'est 1200 milliards d'euros. Personne n'en parle de ce sujet-là. Et donc, plus on va créer des entreprises, plus on va créer de la richesse en France, plus cette richesse, elle pourra servir qui a remboursé la dette, qui a amélioré la situation sociale des Français. Et donc, on s'est dit, notre utilité au fond, c'est, nous, d'accompagner les entreprises qui se créent. D'où la création de la Banque des startups, avec une logique très innovante, je trouve. On s'occupe à la fois de la personne morale, mais aussi du fondateur et de la personne physique. Parce que souvent, quand tu crées une boîte, en fait, tout est lié. C'est-à-dire la santé mentale de l'entrepreneur, elle dépend de la santé financière de l'entreprise que tu crées, et réciproquement. Et donc, cette approche un peu globalisante de l'entrepreneur et de son entreprise, c'est ce qui fait la spécificité de la Banque des startups by LCL. Ok. Hyper intéressant. Et ça cartonne, non? On a une super grosse traction, là. Ouais. C'est beaucoup de demandes. Qu'est-ce que tu proposes de différent? Accompagnement coaching au départ. Ok. On ne parle pas finance. Montre-nous ton projet. Et là, on va te dire, là, il y a un gros risque. Là, il y aura un problème clientèle. Là, il y aura un problème de marque. Là, il y aura un problème de digital. Là, tu auras un problème de sécurité. On va coacher. On a des coachs qui accompagnent l'entrepreneur. C'est qui, ces coachs? C'est des coachs qu'on a recrutés, des anciens qui étaient dans des incubateurs. Le patron, c'est un ancien patron d'incubateur, Fabrice Marcella, qui a recruté une équipe de coachs. Donc, on a une équipe qui est mixte entre des coachs et des banquiers. Hyper intéressant, hyper innovant. Ouais, c'est une approche très différenciante. Et les entrepreneurs, ils acceptent parce que tout le monde n'est pas coachable? La plupart du temps, ils sont ravis. C'est pas forcément un coaching au long cours, si tu veux. C'est un peu un check-up de mon idée, de mon concept. Voilà, donc une sorte de bootcamp de ton entreprise. Et tu vois, alors du coup, tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit des artisans, comme tu dis, tout le monde peut entreprendre d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu sens qu'est-ce qui panique finalement le plus pour toi, ces entrepreneurs que tu rencontres? On vient de terminer ce qu'on appelait le Tour de France de l'énergie d'entreprendre avec les équipes LCL. On a rencontré 10 000 entrepreneurs en 6 mois. Ah ouais. 10 000. Sur 10 grandes agglomérations. Et on a sédimenté... Donc 10 000 clients que vous êtes allés voir. 10 000 clients qu'on est allés voir. On a passé 2 heures avec eux. Et on a sédimenté une plateforme de données de tout ce qui entrave l'entrepreneuriat, de tout ce qui fait peur aux entrepreneurs, de tout ce qui les motive. Et moi, le sujet qui m'a vraiment frappé, c'est que 40% des entrepreneurs qu'on a interrogés, donc finalement c'est un échantillon représentatif du marché de l'entrepreneuriat, 40% sont en santé mentale délicate. C'est énorme. Ils nous le disent. Et donc, alors évidemment, tu les interroges pourquoi, donc ils te sortent la liste. Ils te disent le problème administratif, la non-reconnaissance par la société, les problèmes pour faire bouffer ma famille à la fin du mois. Enfin, désolé d'être trivial, mais enfin, c'est la réalité qui pèse sur la santé mentale des entrepreneurs. Et donc, du coup, on s'est dit à LCL, on va les aider. Et on crée le programme Care Entrepreneur, pour aider les entrepreneurs dans leur santé mentale à, j'allais dire, leur simplifier leur vie d'entrepreneur et leur vie quotidienne. C'est un sujet qui me touche particulièrement par mon histoire entrepreneuriale. C'est vraiment tabou. La santé mentale des entrepreneurs, on en parle très peu. Moi, je suis dans des groupes d'entrepreneurs, on en parle très peu. Le burn-out aussi, très peu. Qu'est-ce que c'est le programme CARE, concrètement? Très concrètement, tu es un homme entrepreneur ou une femme entrepreneur. Tu as des enfants en bas âge. Et il y a un jour, tu bosses généralement chez toi depuis ta cuisine, en télétravail avec ton Teams, etc. Et tes enfants sont à l'école ou à la garderie. Et puis finalement, un jour, ça, c'est pas possible. Et toi, tu as des réunions, tu dois bosser. Et ben, on te trouve tout de suite une crèche pour garder tes enfants entre une demi-journée et 15 jours. Tout de suite, immédiatement. Incroyable. Et ça? Partenariat avec Babylou. Et on a un accord là-dessus.
Tu dois donc c'est plein d'avantages pour finalement simplifier, simplifier. le quotidien des entrepreneurs. Tu dois faire un design sprint avec 15 personnes, mais si tu veux, dans ta chambre ou dans ta cuisine ou dans ta salle à manger, ça ne rentre pas. On te trouve tout de suite dans un cowork, une salle pour l'après-midi où tu peux l'organiser. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Tu as un problème digital dans ton entreprise. Tu n'as évidemment pas un DSI ou un CTO qui va régler le problème. Tu as un CTO on demand avec une entreprise qui vient te dépanner. C'est plein de petites choses comme ça. Et comment tu accèdes à ce programme ? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Juste, tu es client de LCL. Tu es client de LCL. Et ils sont au courant ? Vous avez fait une campagne de... On a sorti ça il y a 1 mois. Ok. Ça a vraiment marqué. Et voilà, ouais, on est en train de le diffuser. Ouais. Et petit à petit, on a agrégé un certain nombre de partenaires avec un cahier des charges très, très spécifique. Ce n'est pas nous qui fournissons ni la crèche, ni le cowork. Là, le prochain sujet, ça sera le sujet de la santé, parce que les entrepreneurs ne se soignent pas. Les entrepreneurs ne font pas de check-up, ne font rarement de prévention. Et donc là, petit à petit, on va les amener à leur donner des possibilités pour faire ça. Hyper intéressant. Et ce que je trouve assez dingue, c'est que pour le coup, ça vient d'un besoin. C'est-à-dire que vous êtes allé voir 10 000 entrepreneurs en France, vous les avez écoutés et en fait, vous vous êtes rendu compte. Je trouve ça intéressant, la manière de venir créer finalement des nouvelles idées au sein du LCL qui, en tout cas, le terrain, c'est Moi, quand j'ai même... un adage, je dis, je fais plus confiance à celui qui fait qu'à celui qui sait. Et donc, plutôt que de faire venir des consultants qui m'expliquent ce serait quoi les offres pour les entrepreneurs, j'ai rien contre les consultants, ils sont très utiles dans plein de moments, mais on a dit, allez, on va sur le terrain, on rencontre 10 000 entrepreneurs et on est en train de fabriquer petit à petit des offres qui correspondent complètement aux offres, aux besoins des entrepreneurs. Trop bien. J'adore. Étant cliente de LCL, je vais regarder le programme. Non, mais je trouve ça... Puis en plus, les besoins que tu as donnés, un enfant en bas âge qui est malade, peut pas aller à l'école, tu es en galère en tant qu'entrepreneur, l'histoire du cowork. C'est le quotidien. C'est le quotidien, moi, dans mes conversations WhatsApp avec des entrepreneurs. Est-ce que quelqu'un peut me filer une salle en dernière minute ? Je suis en galère. Et on ne l'a pas inventé, c'est juste les gens nous ont dit, c'est moi ce qui m'empêche, c'est parce que j'ai pas de salle, j'ai un problème avec mes enfants, j'ai un problème avec, je suis aidant de ma mère, etc. Enfin, voilà. Autre sujet, c'est quoi pour toi le risque le plus important pour LCL ? Tu as parlé des situations risquées que tu avais vécues dans ta vie d'entrepreneur. Je suppose que tu vis quand même certains risques. Dans une banque, tous les risques sont monitorés. Le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de solvabilité. Il y a un risque qui n'est pas monitoré, c'est le risque de disruption du modèle économique. Et donc, au fond, le principal risque, c'est l'immobilisme. Une entreprise, quelle qu'elle soit, y compris la banque aujourd'hui, c'est ne pas bouger, se figer, croire que l'avenir va ressembler au passé et que les mêmes recettes vont permettre de se développer. Moi, je lutte contre cet immobilisme. C'est le principal risque aujourd'hui d'une entreprise et de LCL en particulier. Du coup, avec 16 500 collaborateurs, c'est compliqué non, d'aller chercher le changement. Enfin, le changement, on le sait, on a quand même tous cette vision de se dire les grands groupes, c'est quand même très hiérarchique, traditionnel, ça peut être très long. Comment toi, tu peux, en tant que dirigeant, insuffler justement cet esprit de on bouge, quoi. Il faut bouger. Quand on dit il faut qu'on transforme l'entreprise, par exemple, qu'on la rende agile, on se dit toujours l'agilité, c'est comme le paradis. C'est-à-dire tout le monde veut y aller, mais le plus tard possible, quoi. Enfin, tu ralentis toujours. La transformation, ça fait peur et tu as envie d'aller à traverser à l'autre côté de la rive, mais le plus tard possible. Ce qui permet de faire la transformation, pour moi, il y a 3 étages dans la transformation. Premier étage, c'est culturel. D'abord, culturel. Il faut changer la culture. Oui, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Deuxièmement, il faut changer les process et l'organisation. Okay. Et troisièmement, dans une banque, il faut changer l'IT, le système d'information. Si tu changes la culture, et ça part de là, que tu modifies les process, tu passes en mode produit, tu crées des squads produits, et non plus une sorte de fragmentation des responsabilités que malheureusement on a dans les grandes entreprises, et qu'en plus tu fais un système d'information, comme je dis souvent, qui n'est pas un Mikado, mais qui est un jeu de Lego, qui est avec des web services, qui est apaisé, qui est bien architecturé, alors la transformation, elle vient beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus fluide. Je suis d'accord, mais d'un côté, moi, quand chez Team Starter, on était 70 collaborateurs, c'était ultra compliqué, même à 70, je trouve, d'aller trouver cette agilité.
ça reste long quand même. C'est long, ça demande énormément d'énergie. Moi, je demande à mon comité exécutif vraiment d'aller expliquer, d'aller faire de la pédagogie, d'aller sur le terrain, rencontrer les 16 500 collaborateurs de LCL. Moi, je considère que mon job, c'est beaucoup ça. Hier, j'étais... J'allais te demander, c'est quoi une journée typique pour Serge ? Moi, j'ai une journée qui est rythmée par certains comités qui sont régaliens, tu vois, le comité des risques, le comité de développement, le comité financier. Et généralement, je rencontre toujours des clients. Dans la semaine, je vois 7, 8, 10 clients. Tous les entrepreneurs chefs d'entreprise que je vois me disent c'est un secret, c'est faut rencontrer tous les jours des clients. Voilà. Comment tu les choisis ? Ça peut être à la fois parfois, j'ai des gros clients avec des gros enjeux, des chefs d'entreprise, des grosses ETI. Parfois, ça peut être un client très patrimonial. Parfois, ça peut être juste un client, je m'astreins, entre guillemets, à traiter au moins une réclamation client par semaine. Ok, donc c'est un client qui n'est pas content. C'est Madame Michu de Montluçon qui n'a pas eu son crédit habitat et voilà, je traite moi-même le problème. Je l'appelle. Et tu vois des choses ? C'est là que tu vois beaucoup de dysfonctionnement. J'imagine, c'est là où... Et après, le dernier tiers de mes 5 tiers de ma journée, c'est rencontrer les collaborateurs. Et là, tu passes les messages, tu mets un peu de sérénité et de confiance, mais en même temps, tu expliques pourquoi il faut changer. C'est le fameux Start with Why. D'abord, explique pourquoi il faut changer avant d'expliquer comment on va changer. Et ça, c'est une partie de mon job importante. Tu parlais de peur d'être disrupté. On a vu des entreprises, alors qui ne seront jamais des banques, mais comme Carmen Silver, je ne sais pas si tu as entendu parler, dont une qui avait levé des centaines de millions et je crois qu'elle a été en dépôt de bilan. Quand tu penses on peut disrupter une banque, tu penses à ce type de boîte où tu... Oui, il y a plein d'acteurs qui s'intéressent à la banque parce que la banque, c'est au fond quelque chose où chaque personne a besoin d'une banque. Donc, c'est un marché qui est colossal. La disruption, elle se fait, à mon avis, je parlais de disruption du modèle économique. Okay. Quand je vois une banque comme Revolut, okay. Je suis admiratif de l'expérience utilisateur qu'il propose. Je suis dubitatif sur le fait qu'il gagne de l'argent un jour par ce modèle économique. Et je suis inquiet du fait qu'il bascule sur un modèle biface à la Google, c'est-à-dire d'utiliser la relation bancaire comme un prétexte gratuit pour capter de la donnée et aller vendre cette donnée à des marchands. Modèle Google, quoi. Tout le monde utilise Google, c'est gratuit, mais ils font 350 milliards de chiffre d'affaires. Et donc, au fond, cette disruption, il faut qu'on la prenne en compte, qu'on lutte contre cette disruption en étant aussi bon qu'eux en expérience utilisateur, tout en continuant de financer l'économie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif d'une banque, c'est pas d'avoir des applications fluides, c'est de financer l'économie. Et comment on finance l'économie ? En collectant l'argent des Français et en le transformant en crédit. C'est ça le rôle d'une banque. C'est la gestion actif-passif. Les néobanques ne financent pas l'économie. C'est important. C'est même un sujet de réflexion sociétale. J'ai été la première collaboratrice chez Lydia, donc je connais un petit peu les modèles. Après, il y a un vrai sujet de comment on gagne sa vie en tant que néobanque. Tu dirais, c'est quoi le risque qui t'empêche aujourd'hui de dormir ? Tu me disais Trade Republic, c'était... le patron disait qu'avec l'IA, il avait peur qu'il y ait des boîtes qui fassent des milliards en étant 10. Le tien, c'est lequel ? Une banque, ses résultats sont bons quand l'économie va bien et ses résultats sont mauvais quand l'économie va mal parce qu'il y a beaucoup de risques. Moi, j'ai 200 milliards de crédits dans mon bilan. Imagine qu'il y a une dégradation économique forte, ça pèse immédiatement sur le compte d'exploitation. Donc, au fond, ce qui m'empêche de dormir la nuit, ça serait que l'économie française se dégrade fortement. Et donc, je lutte pour faire en sorte que l'économie se développe. Et donc, pour continuer à prêter, pour continuer à soutenir les entreprises, pour continuer à soutenir tous ceux qui créent de la richesse et qui font que l'économie aille bien. C'est ça, aujourd'hui, ce qui m'empêche de dormir. C'est si jamais l'économie se casse la figure. Et en plus, ce qui est difficile, c'est que tu ne maîtrises pas. Enfin, bon, d'un côté... À la fois... C'est pas LCL qui maîtrise, mais globalement quand même, avec la taille d'LCL et avec des concurrents et néanmoins confrères, on a au fond un levier sur l'économie pour la booster. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qui nous anime, et c'est notre utilité, encore une fois. L'utilité de LCL, c'est de financer l'économie.
Ok, hyper intéressant, je pense, de le rappeler. Est-ce que tu penses que LCL pourrait disparaître demain et si oui, ça serait quoi la raison? Rien n'est éternel, mais la solidité de LCL à l'intérieur d'un groupe comme le Crédit Agricole, qui est le plus solide groupe bancaire européen, la 9e banque mondiale, je crois qu'il faudrait une sorte de chaos systémique pour faire disparaître un objet comme LCL. Probabilité d'occurrence nulle. Mais d'un côté, tu disais juste avant, il ne faut pas rester dans le passé. Donc, Non, mais tu me parles de disparaître. Oui. Évidemment, si on reste dans le passé, si on est immobile, petit à petit, on gagne de moins en moins d'argent. À ce moment-là, on doit réduire la voilure. Plus tu réduis la voilure, moins tu te développes. Et là, à un moment donné, tu es dans une situation de dilemme où tu te fais absorber ou tu te fais racheter. Ça, c'est la vraie vie de toute entreprise. Mais disparaître, c'est autre chose. Il faut une sorte de chaos systémique. Dans 10 ans, tu penses que LCL en sera où? Moi, je suis vraiment convaincu, je l'ai encore dit hier aux collaborateurs, que dans 10 ans, LCL sera la banque leader de tous ceux qui entreprennent en France, avec des parts de marché. On a déjà aujourd'hui 40% de parts de marché sur les professions libérales de santé, par exemple. On a une ETI sur 2 qui est cliente. C'est pas su, ce genre de choses. Donc, on sera vraiment le leader de toutes celles et ceux qui entreprennent en France. Et pour être le leader, vous avez un plan? Oui, bien sûr. Tu nous le racontes un petit peu? Aujourd'hui, alors il sera dévoilé dans le cadre du plan moyen terme de Crédit Agricole SA le 18 novembre. Donc, c'est en lien avec, à chaque fois, c'est regroupé, je te coupe, pardon, mais avec Crédit Agricole, ou quand même LCL a son... Comment ça se passe, ça? Le groupe Crédit Agricole prépare un plan moyen terme sous l'impulsion de son nouveau directeur général, Olivier Gavalda. Et évidemment, LCL a sa contribution importante dans le cadre de ce PMT. Ok. Et on s'inscrit dans une vision globale d'un groupe bancaire global. Et à chacun son utilité à l'intérieur. L'utilité d'LCL, c'est d'être le leader et de financer l'ensemble de ceux qui entreprennent en France. Et pour ça, évidemment, on a un plan. Comme on a écouté 10 000 entrepreneurs, on sait à peu près comment s'y prendre. Donc, évidemment, avec des offres assez disruptives, avec beaucoup de digital pour simplifier la vie de tous nos clients particuliers et nos clients entrepreneurs. Et puis, avec des apports d'expertise différenciants qui nous permettront d'accompagner mieux personnes physiques et personnes morales, tous ceux qui créent de la valeur économique en France. Petite question, parce que moi, je suis assez persuadée que l'IA, le digital, tout ça, il en faut, mais je suis assez persuadée qu'on a besoin aussi parfois de parler à des vrais gens, donc des conseillers, etc. Enfin, moi, quand j'ai des gros sujets financiers, c'est vrai que je vais voir mon conseiller bancaire. Est-ce que tu penses que demain, les agences vont disparaître ou au contraire, il y en aura moins, mais elles seront toujours présentes? C'est quoi un petit peu ta vision là-dessus? C'est un sujet qui est un peu touchy parce que, au fond, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent il faut fermer des agences ou il faut ouvrir ou maintenir des agences. Je crois qu'il faut trouver la bonne utilité à un lieu physique dans lequel il y a des vrais gens. Il est assez facile de fermer une agence, il est très difficile de reconstruire un réseau de 1500 agences. C'est quasi impossible. Donc, c'est une vraie décision stratégique quand on ferme une agence. Moi, je crois que dans 10 ans, il y aura toujours des agences à LCL. Il y aura toujours des endroits physiques où Ségolène Moutarde pourra venir se faire conseiller, raconter ses problématiques et trouver des solutions, ou tout simplement faire une réclamation et venir tirer une cravate parce qu'elle n'est pas très contente du service. Au-delà de ça, la digitalisation et la vitesse de digitalisation des comportements bancaires va évidemment créer de nouveaux emplois plus à distance, plus technologisés, si je peux employer ce néologisme. Et au fond, ce qu'on doit faire quand on est patron d'une entreprise, c'est se rendre relativement insensible à cette vitesse de migration des comportements de ses clients en créant à la fois des offres très centrées sur les agences pour conseiller avec du high touch et ses clients, et puis aussi des offres plus à distance ou plus digitales pour ceux qui sont high-tech et self-care et autonomes. C'est l'ambition d'LCL. Trop bien. Est-ce que tu penses que ton parcours d'entrepreneur, d'avoir monté ta boîte, fait de toi un patron différent?
Je ne sais pas si c'est une sorte de différence, c'est une sensibilité différente. Et donc, dans chacune de mes décisions, il y a ce bout d'expérience, ce bout de passé, ce bout de sensibilité qui s'exprime d'une façon ou d'une autre. Donc oui, peut-être que mes décisions ou mes orientations sont un petit peu teintées du fait que j'ai été entrepreneur, que j'ai un peu galéré en tant qu'entrepreneur et que du coup, j'agis peut-être un peu différemment, oui, sûrement. Et d'ailleurs, comment ça s'est fini l'aventure Empruntis? Ça a été racheté in fine? Je crois qu'il y a eu un premier LBO avec 3i qui les a fait un peu décoller. Et après, ça a été racheté par Covea, MAF MMA. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer pour tous ces gens qui entreprennent, entrepreneurs ou pas, et qui peuvent se retrouver dans des situations risquées, dans des moments chauds, sur le fil? Un entrepreneur se sent souvent seul. Donc, mon message, entourez-vous. Entourez-vous de cofondateurs. Entourez-vous d'advisors. Entourez-vous de partenaires qui vous conseillent. La team. Je ne crois pas qu'on peut réussir seul. Ça existe des modèles d'entrepreneurs solo. Oui, mais je pense que c'est très, très difficile. Donc moi, vraiment, mon conseil, c'est entourez-vous, créez votre team. L'intimité d'une team de cofondateurs dans lequel tu peux exprimer ta difficulté, tes doutes, puiser de l'énergie pour le collectif. Moi, je fonctionne comme ça. Moi, la team, c'est ce qui me donne mon énergie. Je puise l'énergie, parfois ça pompe un peu l'énergie des autres, mais je puise mon énergie autour de l'équipe. Et donc, mon conseil, c'est entourez-vous, fédérez-vous, solidarisez vos énergies. On va d'ailleurs sortir bientôt une offre pour les entrepreneurs d'LCL qui va les mettre en réseau pour pouvoir avancer plus vite et plus fort. Une communauté un peu ? Comme une communauté, oui. Je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas entreprendre seul. C'est trop... C'est difficile. Quand il y a les moments durs, avoir quelqu'un pour te relever et inversement, l'effet de miroir. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont entrepris, qui ont fini leur aventure et qui l'ont vendu et qui me disent plus jamais je le ferai seul. Et d'autres qui ont entrepris avec des collègues, des copains et qui me disent plus jamais je le ferai avec. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et dernière question pour toi, Serge. Est-ce que tu as des invités, une personne à qui tu pourrais penser qui a vécu une situation très risquée et qui accepterait, parce que aussi c'est pas facile de trouver des... même si j'ai beaucoup de chance, j'ai plein d'invités géniaux, mais de trouver des invités qui acceptent de se dévoiler un petit peu, parce que souvent on peut pas parler de tout. Moi, j'ai un entrepreneur qui m'a marqué, parce que j'étais en MBA dans la même promo que lui, il s'appelle John de Souza. Okay. C'est un gréco-tanzanien qui parle 7 langues couramment, dont le français, donc tu pourrais l'interviewer facilement. Mon niveau d'anglais. Et pour l'anecdote, quand j'étais donc au Collège des ingénieurs avec lui, en 1995, il m'a dit « Serge, j'ai envie de monter une boîte avec toi sur le sujet de l'Internet. » C'était tout nouveau à l'époque, en 95. Et c'était une sorte de plateforme conversationnelle pour des projets inter-entreprises. Le concept. Et je lui ai dit « Écoute, non, moi, j'y crois pas trop. » Et donc, il est parti tout seul monter cette boîte. C'était MSN Messenger. C'est lui qui a fondé MSN, qui a été racheté, enfin, le Messenger qui a racheté Microsoft. Donc, il a été racheté par Microsoft. Et ensuite, MSN. Donc, j'ai un peu loupé l'aventure MSN. Donc, tu vois, ça rend modeste. C'est lui le fondateur. C'est lui, le fondateur. Et ensuite, il a gagné un peu d'argent en se faisant racheter par Microsoft. Et il a fondé MedHelp, une sorte de Doctissimo américain. Il y a 20 millions d'utilisateurs qu'il a revendu. Et là, il a fondé Ampel, qui est un nouveau concept de batterie, tu sais, où tu recharges ta batterie sur les voitures électriques. Et ça, c'est compliqué. Et donc, en fait, lui, il fait juste un changement de batterie. Tu ne recharges pas, tu changes ta batterie sur des voitures spécifiques. Ça cartonne aux États-Unis, ça s'appelle Ampel. Donc, c'est un serial entrepreneur qui a vécu des situations de risque, des situations de succès. Si jamais tu peux l'interviewer, vraiment, c'est incroyable. Et tu as gardé contact je te donnerai ses coordonnées. Tu as gardé contact avec lui et tu as suivi. Ok. Merci beaucoup, Serge, pour cette heure passée ensemble. C'était hyper intéressant. Merci à tous qui nous avez écoutés. J'avais à mon micro Serge, le directeur général de LCL. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt.